Nous assistons présentement à une révolution dans le traitement du diabète de type 2. Une nouvelle classe de médicaments, les agonistes du récepteur GLP-1, a démontré une efficacité notable sur le contrôle du taux de sucre dans le sang, la glycémie. Mais la raison pour laquelle on parle autant des médicaments comme Ozempic dans les médias internationaux à presque tous les jours, c'est d'abord et avant tout parce que, pour la première fois, une classe de médicaments démontre un effet significatif et durable sur la perte de poids corporel. GLP-1, le glucagon-like peptide 1, est une hormone appartenant à la famille des incrétines. Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, mon objectif est de présenter les mécanismes d'action des agonistes du récepteur GLP-1. Mais d'abord, je veux parler d'un phénomène naturel qui se produit à chaque jour dans notre tube digestif, l'effet incrétine. Après la prise d'un repas, les concentrations sanguines de sucre, comme le glucose, augmentent. Pour que le glucose puisse fournir de l'énergie aux cellules de notre corps, il doit pénétrer à l'intérieur de celles-ci. Cependant, le glucose ne peut pas entrer dans nos cellules sans l'aide de l'insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas qui agit comme une clé qui ouvre la porte de nos cellules au glucose. Mais la sécrétion d'insuline par le pancréas n'est pas uniquement stimulée par le glucose. Des hormones produites par le système digestif y contribuent également. L'effet incrétine a été découvert à la suite d'une série d'observations et d'expériences menées par des chercheurs dans les années 60. Le terme incrétine désigne les hormones produites dans le tractus gastro-intestinal en réponse à l'ingestion d'aliments. Ces hormones stimulent la libération d'insuline par le pancréas, contribuant ainsi à la régulation de la glycémie après les repas. Les chercheurs ont d'abord remarqué que l'administration d'une solution de glucose par voie orale provoquait une augmentation plus importante de la sécrétion d'insuline qu'une injection intraveineuse de la même quantité de glucose. De plus, l'administration de certains nutriments tels que les acides aminés, les molécules qui constituent les protéines, et les acides gras par voie orale provoquait également une augmentation de la libération d'insuline, même en l'absence de glucose. Ces observations ont mené les auteurs de ces études à suggérer que des substances produites dans le tube digestif en réponse à l'ingestion d'aliments stimulaient la libération d'insuline. Après la prise d'un repas, les cellules de notre intestin libèrent plusieurs hormones parmi lesquelles les plus connues sont le glucagon-like peptide 1, GLP-1, et le peptide insulinotrope dépendant du glucose, GIP. Ces hormones sont appelées incrétines. L'effet incrétine se manifeste par plusieurs mécanismes. En 1987, une équipe menée par un médecin de Toronto, le Dr Daniel Drucker, a démontré que les incrétines, en particulier le GLP-1, amplifient la libération d'insuline par le pancréas dépendante du glucose. Cela contribue à abaisser la glycémie après les repas, notamment en favorisant l'absorption du glucose par les cellules de différents tissus. Ces travaux ont également démontré que la stimulation du récepteur du GLP-1 dans les cellules bêta du pancréas augmentait la masse et la survie des cellules du pancréas. Peu de temps après, les chercheurs ont observé que le GLP-1 réduisait également la sécrétion de glucagon des cellules alpha du pancréas. Le glucagon est une hormone qui augmente la glycémie en favorisant la libération de glucose par le foie. Donc, en inhibant le glucagon, les incrétines contribuent à maintenir la glycémie à des niveaux physiologiques. Ces découvertes ont ouvert la voie au développement de nouvelles thérapies pour le contrôle du diabète de type 2. L'effet des incrétines sur la régulation du bilan énergétique et la diminution du poids corporel peut s'expliquer par trois mécanismes. Dans les années 90, des chercheurs danois ont découvert que les infusions intraveineuses de GLP-1 réduisaient le temps de vidange gastrique de 50 %, ce qui signifie que les aliments demeurent plus longtemps dans l'estomac après un repas. Cet effet local des incrétines sur les cellules intestinales créerait un sentiment de satiété plus rapide et plus durable après un repas. De plus, le GLP-1 agit sur d'autres systèmes hormonaux impliqués dans la régulation de l'appétit. Par exemple, GLP-1 réduit la production de la gréline, une hormone produite par les cellules de notre intestin qui stimule l'appétit et la prise alimentaire. Le GLP-1 peut également agir directement au cerveau en se liant à son récepteur qui est exprimé par plusieurs types cellulaires dans l'hypothalamus.
L'hypothalamus fait partie du système limbique. C'est un acteur clé dans la régulation de l'appétit. Cette région, dont la taille est comparable à celle d'une amande, joue un rôle central dans le métabolisme énergétique. En intégrant une diversité de signaux hormonaux et neuronaux, l'hypothalamus influence les sensations de faim, de soif, de satiété, ainsi que les comportements alimentaires. De plus, il contrôle la dépense énergétique, le métabolisme du glucose et de l'insuline, la régulation de la température corporelle, ainsi que les rythmes circadiens. En combinant ces mécanismes, le GLP-1 exerce un effet global sur la régulation de la prise alimentaire. Les études cliniques ont démontré que cela se traduit par des réductions de l'appétit, une diminution de la préférence pour les aliments gras, salés et sucrés, ainsi qu'une sensation de satiété observée plus rapidement et de manière plus durable après la prise d'un repas. Il y a des centaines d'équipes de recherche dans le monde qui se penchent sur les effets métaboliques et physiologiques des incrétines. Plusieurs d'entre elles ont observé que les incrétines n'influencent pas seulement les cellules du pancréas, de l'intestin et du cerveau, mais également celles de plusieurs autres tissus. Le récepteur du GLP-1 est exprimé par certaines cellules du cœur et des vaisseaux sanguins. En stimulant ces récepteurs, les incrétines pourraient influencer la santé cardiovasculaire en améliorant la fonction cardiaque et en augmentant la dilatation des vaisseaux sanguins. Comme les récepteurs du GLP-1 sont également exprimés dans les reins, en particulier dans les cellules tubulaires rénales, les incrétines pourraient également diminuer la pression artérielle, ce qui pourrait protéger la fonction rénale, notamment chez les individus atteints d'hypertension artérielle. Les effets bénéfiques potentiels des incrétines sur la fonction rénale pourraient également s'expliquer par leurs effets anti-inflammatoires et antifibrotiques dans les reins, ce qui pourrait réduire le risque de lésions rénales. Le tissu adipeux est également un site d'action important pour les incrétines. L'activation des récepteurs du GLP-1 dans le tissu adipeux pourrait accélérer la dégradation et l'utilisation des lipides, un phénomène appelé lipolyse. De plus, les incrétines pourraient exercer des effets anti-inflammatoires localement dans le tissu adipeux et influencer la sécrétion d'hormones par celui-ci. Les adipocytes, les cellules constitutives du tissu adipeux, produisent et libèrent diverses hormones appelées adipokines, telles que l'adiponectine et la leptine, qui jouent un rôle crucial dans la régulation du métabolisme énergétique. Finalement, bien que le récepteur du GLP-1 soit peu exprimé par les cellules du foie en comparaison aux autres organes métaboliques, les incrétines pourraient, de manière indirecte via leurs effets sur les cellules du pancréas et la production de glucagon, et sur le tissu adipeux, contribuer à diminuer l'accumulation des lipides dans le foie. De plus, les incrétines pourraient réduire la sécrétion de lipides dans le sang et diminuer la production de glucose par le foie. Vers la fin des années 90, les scientifiques ont réalisé qu'il serait probablement bénéfique sur le plan de la santé métabolique de renforcer l'effet incrétine. Cependant, le défi avec des hormones telles que GLP-1 est qu'elles sont dégradées environ 1 à 2 minutes après leur production par les cellules de l'intestin. Par conséquent, la forme native de GLP-1 n'est pas une option viable pour le traitement chronique du diabète de type 2. À cette époque, des chercheurs académiques et industriels ont donc tenté par tous les moyens possibles de stabiliser la protéine GLP-1 afin qu'elle puisse exercer une action prolongée. La première forme de GLP-1 qui a été testée chez l'humain et approuvée s'appelait l'hexandine 4. Croyez-le ou non, mais l'hexandine 4 a été isolée pour la première fois à partir d'un extrait de venin d'un lézard du Nouveau-Mexique appelé le monstre de Gila. Les expériences réalisées avec les échantillons de venin du monstre de Gila ont permis aux chercheurs de comprendre que seulement une petite partie de la protéine GLP-1, beaucoup plus stable, était nécessaire pour ses actions antidiabétiques. Certaines thérapies qui miment les effets de GLP-1 sont approuvées au Canada, dont une molécule appelée sémaglutide. Le nom commercial le plus connu du sémaglutide est Ozempic. D'autres noms commerciaux comme Rybelsus et Wegovy sont également utilisés pour désigner cette molécule. Une autre molécule appelée tirzépatide, dont le nom commercial est Mounjaro, est également approuvée. Le tirzépatide est un double agoniste du récepteur de GLP-1 et du GIP.
Ces thérapies sont de plus en plus utilisées chez les patients atteints du diabète de type 2 ou chez les personnes à risque de le devenir. Mon objectif aujourd'hui était de discuter du rôle des incrétines et de présenter les mécanismes d'action des agonistes du récepteur de GLP-1. Mon but n'était pas de vous dire si ces thérapies sont utiles ou bénéfiques pour vous ou pour vos proches. J'ai toutefois l'intime conviction que la connaissance des mécanismes d'action des médicaments peut être utile dans la prise de décision partagée entre les patients et les professionnels de la santé. Cependant, il est important de souligner que ce n'est pas la connaissance des mécanismes d'action des thérapies innovantes qui détermine si des médicaments sont utiles ou non. Pour cela, on doit se tourner vers les résultats des études cliniques robustes sur le sujet. Les essais cliniques randomisés sont les seuls types d'études à pouvoir confirmer que les thérapies, comme les agonistes du récepteur GLP-1, ont plus d'avantages que de conséquences chez les patients. Plusieurs médecins et chercheurs du Québec ont participé à de grandes études internationales évaluant les effets des agonistes du récepteur de GLP-1 sur la santé cardio-métabolique. Parmi eux, le Dr Rémi Rabaza-Loret de l'Institut de recherche clinique de Montréal a grandement contribué à ces travaux. Dans le prochain épisode, le Dr Rabaza-Loret nous présentera les résultats des principales études cliniques ayant testé ces agents thérapeutiques. Il nous offrira également sa perspective de clinicien expérimenté sur l'utilisation de ces médicaments.